Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner des explications supplémentaires sur le laboratoire numéro 5, ainsi que les conditions particulières d'approbation de ce laboratoire qui portent sur les relais électromécaniques. Donc, dans un premier temps, n'oubliez pas de remplir correctement et au complet la page titre. C'est un laboratoire que je dois réécrire, il est encore dans une ancienne version. Donc, exemple, à la prochaine page, à la page 72, il n'y a pas de table de matière comme telle, puis il n'y a pas de liste de matériel non plus. Donc, je vais réviser avec vous le matériel que vous allez utiliser pour ce laboratoire. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez retrouver le solutionnaire de ce laboratoire-là, il va falloir regarder dans mes notes de cours au chapitre 44. Donc, au niveau matériel pour ce laboratoire-là, on va utiliser encore une fois la source de courant là, que vous connaissez bien sur votre table. Ici, on a le relais électromécanique, justement, le montage du relais électromécanique qu'on va étudier en laboratoire. Je vais vous en reparler tout à l'heure. On va utiliser une batterie, en plus d'utiliser la source de courant sur votre table. Là, on va avoir besoin à quelques occasions d'une batterie. Vous allez utiliser la plaque de montage. Donc, au début du cours, allez chercher la plaque de montage en avant et allez vous chercher quelques fils rouge, jaune, vert et noir. 2, 3 de chacun, puis au besoin, on retournera s'en chercher. Je reviens donc dans le cahier de laboratoire. À la page 72, vous avez les buts du laboratoire et un peu de théorie. Je ne prendrai pas une vidéo pour relire la théorie avec vous, mais je vais vous redonner de la théorie là, dans mes propres mots. La théorie que ça prend là, pour bien vivre ce laboratoire-là, pour en tirer profit. Encore une fois, c'est pas un laboratoire. Encore une fois. En tout cas, c'est pas un laboratoire compliqué. C'est même, je dirais, un laboratoire le fun à faire. Puis c'est un laboratoire pour les gens qui pensent peut-être être intéressés ou qui se demandent si l'ingénierie, autant mécanique, électrique, industrielle, informatique, ça peut être dans le corps. C'est un beau petit laboratoire pour y penser. On étudie une technologie de base là, pour à peu près tous les ingénieurs, peut-être sauf les ingénieurs civils qui font des ponts et des barrages et des routes. Pour tous les autres ingénieurs, c'est un laboratoire, c'est une technologie à la base de bien des choses qu'on fait dans le domaine de l'ingénierie. OK, donc, avant de parler directement du relais, je voudrais vous présenter le bouton poussoir. Donc, parce qu'on fait déjà de la logique à relais, de la logique de contrôle de machine uniquement avec les boutons poussoirs. Donc, dans votre laboratoire numéro 1, on avait vu votre plaque de montage, puis il y avait 4 composantes dans le bas à droite qu'on n'avait pas pris les valeurs de résistance, qui étaient des boutons poussoirs qu'on pouvait appuyer dessus, qui vont nous servir à faire des interrupteurs dans les circuits. Donc, c'est de ça plus spécifiquement que je veux vous parler. Pour ce faire, je vais utiliser des notes de cours que vous n'avez pas, que je n'ai pas fait imprimer, mais qui sont intéressantes là, pour voir comment ça fonctionne. Il y a 2 types de boutons poussoirs. Le bouton poussoir normalement ouvert, qu'on appelle souvent tout simplement le bouton poussoir NO. Donc, on va le voir dans un instant avec l'animation qui est ici. Il y a un ressort à l'intérieur, en arrière du bouton poussoir. On appuie par le haut, puis ça vient faire le contact là, entre les 2 bornes. Évidemment, le ressort, il y a une force de rappel du ressort qui le pousse toujours vers le haut. Donc, si je viens avec ma main appuyer sur le bouton poussoir, vous allez voir, le ressort se compresse un peu et je fais contact entre les 2 bornes, ce qui fait qu'un courant électrique pourrait maintenant passer de gauche à droite. Si je relâche, le courant électrique ne peut pas passer, il y a une ouverture du circuit. Donc, évidemment, la force de rappel du ressort augmente lorsqu'on appuie. Et lorsqu'on relâche, cette force supplémentaire-là va repousser le bouton. Donc, on le voit ici au repos et ici actionné, ce qu'on appelle le bouton poussoir normalement ouvert, parce qu'au repos, le courant électrique ne peut pas passer. À l'opposé, il existe le bouton poussoir normalement fermé. Donc, le dessin est légèrement différent, le dessin de base. Le ressort est encore une fois, repousse le bouton vers le haut, mais le bouton est monté différemment, puis est bloqué, puis ça fait déjà contact. Les parties métalliques font déjà contact, donc un courant électrique pourrait passer lorsque je suis au repos. Donc même si je n'appuie pas encore sur le bouton poussoir, dans ce cas-ci, le courant électrique peut circuler.
Quand je vais venir l'actionner, ben, je pousse le bouton poussoir vers le fond. C'est sûr que la force de rappel du ressort augmente encore une fois. Et au moment où j'appuie dessus, ben, le courant ne peut plus passer. Okay? Donc, c'est les deux grands types de boutons poussoirs qui existent. Et dans sur votre plaque de montage, les deux premiers d'en bas, c'est des boutons poussoirs normalement ouverts. Et les deux boutons, les deux suivants vers le haut, c'est des boutons poussoirs normalement fermés. Fait que choisissez les bons là, dans vos montages selon ce qui va être demandé. Évidemment, on peut déjà faire de la logique pour contrôler des équipements industriels avec ça. Un circuit simple que j'ai dans mes notes de cours. Donc, j'ai pris le générateur de courant, j'ai alimenté au travers un bouton poussoir, une lampe témoin. Donc, c'est des symboles typiques d'un montage électrique très très simple, où ce que j'aurai un bouton poussoir et simplement une lampe témoin, là, comme on a sur la plaque de montage. Ce montage-là pourrait donc correspondre, là, grosso modo, ici, avant de vous le montrer, ben, la première photo que j'ai prise, c'est justement, il n'y a pas de bouton poussoir. Donc, mon circuit commence à la source, vient dans la lumière. Donc, le courant électrique peut circuler dans le fil rouge, passer en arrière dans la lumière, ressortir par le noir, finir le circuit. Évidemment, la lampe est toujours allumée. J'ai aucun contrôle pour l'ouvrir ou la fermer, à part ouvrir et fermer la source, qui n'est pas toujours pratique. Donc, page suivante, j'ai modifié mon montage. Donc, mon fil rouge, même si on ne le voit pas complet, s'en vient sur le premier bouton poussoir en bas complètement de la plaque. Donc, vous voyez, je rentre toujours à gauche, je ressors à droite, ça me donne le sens de mon courant. Le courant va pouvoir circuler à travers le bouton. Maintenant, il peut circuler dans le fil jaune, passer à travers la lampe et finir le chemin. On ne voit pas le fil noir au complet, mais jusqu'ici. Mais présentement, la lampe est éteinte, je n'appuie pas sur le bouton poussoir. Prochaine photo, donc je suis venu appuyer sur le bouton poussoir, ben on voit que la lampe allume. Donc, si je reviens à mes notes de cours, ça c'est le montage. En termes de circuit animé, ben, c'est ce que ça donnerait souvent quand on veut illustrer ce qui se passe. Ben, je mets en vert l'endroit où le courant pourrait passer. Présentement, il n'y a pas de courant, mais je suis sous tension jusqu'ici. Je suis juste à 12 volts, même si je touche à du 12 volts, je ne prendrais pas un choc, mais ça pourrait être 120 volts, ça pourrait être 240. Donc, présentement, ce fil-là est dangereux, il est sous tension. Mais je ne peux pas aller plus loin, il y a une ouverture. Donc, évidemment, quand quelqu'un vient appuyer sur le bouton, ben là, le courant peut passer, la lumière allume à 12 volts, c'est pas très, très dangereux. Donc, je relâche le bouton, j'appuie sur le bouton, je relâche le bouton, fait qu'on voit comment le circuit de base fonctionne. Bon, ça c'est intéressant pédagogiquement de vous le montrer comme ça, mais si vous êtes ingénieur, vous verrez rarement, extrêmement rarement, les circuits dessinés de cette façon-là. On voit le langage officiel des ingénieurs, pour montrer le même circuit qu'on vient de voir en haut, je l'aurais dessiné comme ça. Donc, ça a plus l'air d'un circuit fermé comme ici, là, où on a une boucle. Pourtant, ça en est une. Le plus qui est ici, ben, c'est le plus qui est ici. Donc, je commence au plus, je passe à travers le bouton poussoir, ben, je commence au plus, mon courant peut passer à travers le bouton poussoir, passer à travers la lampe, et finir au moins. Passer à travers la lampe et finir au moins. Donc, c'est comme si on ne dessinerait pas la fin de la boucle. Mais dans le fond, le courant peut circuler de cette façon-là. Okay? Donc, c'est comme ça que les ingénieurs dessinent le circuit électrique, là, même pour un circuit aussi de base comme ça. Je peux faire la même animation que je vous faisais tout à l'heure. Donc là, le bouton est au repos. Mais si quelqu'un vient appuyer dessus, ben on voit là. Donc là, je suis sous tension jusqu'à cette borne-là. Et lorsque quelqu'un appuie, ben, la tension peut se rendre jusqu'à l'autre extrémité. Le courant peut maintenant circuler. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on montre en ingénierie nos schémas électriques. Évidemment, avec ça, juste avec des boutons poussoirs, on peut faire beaucoup de choses. Prochaine page, je vous montre le comportement avec un bouton poussoir normalement fermé. Donc, ça, c'est le dessin électrique de base. Ça, c'est de l'animation qui a été rajoutée par-dessus. Donc, il est au repos présentement et la lumière est allumée. Quand je vais appuyer dessus, la lumière va être éteinte. Okay? Je crois que j'ai pris des photos. Donc, vous voyez, là, j'étais câblé sur le dernier bouton des 4 en bas. Prochaine photo, je suis câblé sur le 3e en partant du bas. Bien là, présentement, je n'appuie pas sur le bouton. Le circuit arrive dans le rouge, passe en arrière, sort dans le jaune, va dans la lumière, finit dans le noir. Mais présentement, la lumière est allumée. Si je viens appuyer sur le bouton poussoir ici, bien, la lumière s'éteint.
Okay? Donc, c'est le comportement qu'on expliquait ici. Évidemment, on peut faire de la logique avec ça. C'est ce que les ingénieurs vont faire pour répondre aux besoins de leurs clients, aux besoins des usines, etc. C'est sûr que là, c'est pas des équipements qui bougent dans l'usine, c'est une des lumières qui allument, mais c'est le même principe si on me demandait de faire partir un moteur ou, dans ce cas-ci, de faire allumer une lumière, à la condition que j'appuie sur le premier bouton poussoir et que j'appuie aussi sur un deuxième bouton poussoir. Fait que là, je suis comme obligé d'appuyer sur les deux pour que la lumière s'allume. Mais nous autres, on va dire, on va mettre les deux boutons poussoirs en série. Les ingénieurs, on va dire ça comme ça. Donc, on va câbler les deux boutons poussoirs en série, ce qui fait qu'en termes d'animation, je suis sous tension jusque-là. Si j'appuie sur le deuxième bouton, ben, la lumière n'allume pas, le courant ne dépasse même pas le premier. Si j'appuie juste sur le premier, ben, je vais mettre sous tension jusqu'à cette borne-là, mais je ne passe pas le deuxième. Il faut que j'appuie sur les deux pour que la lumière s'allume. Donc, j'ai commencé à répondre à un besoin particulier d'un client là, qui voulait que la lumière s'allume uniquement lorsque j'appuie sur deux boutons. Les ingénieurs, des fois, ont utilisé des tables de puis les informaticiens également, là, pour les gens qui pourraient être intéressés par les sciences informatiques, ont utilisé une table de vérité comme ça en disant que le 0 vaut bouton pas appuyé, bouton pas appuyé, lampe éteinte. Donc, un bouton, lampe est éteinte encore. Un bouton, la lampe est éteinte. Mais les deux boutons sont actionnés, sont à 1, la lampe est allumée. Parfois, on va utiliser aussi ce qu'on appelle des chronogrammes pour le montrer. Fait que ça, c'est le bouton poussoir qui n'est pas appuyé. Bouton poussoir pas appuyé. J'appuie sur le BP2 tout seul, ben, la lampe est éteinte, je suis au niveau bas. Donc, juste le bouton, c'est en fonction du temps. Là, quand j'avance, c'est le temps qui avance tout simplement. Donc, plus tard, j'appuie juste sur le BP1, la lampe n'allume pas. Plus tard, j'appuie sur BP1, mais 2 secondes plus tard, exemple, j'appuie aussi sur BP2, mais quand le temps où je vais être appuyé sur les deux, la lampe témoin va être allumée. Fait que les ingénieurs aussi, on utilise beaucoup ce genre de schéma-là là, pour montrer nos situations. Si le client me demande de faire allumer la lumière à chaque fois que j'appuie sur l'un des boutons ou l'autre, l'un ou l'autre des boutons, mais c'est ce que nous autres, on va appeler un câblage parallèle. On va monter nos deux boutons poussoirs en parallèle. Donc, en animation, les deux sont sous tension, mais la tension ne passe pas. J'appuie sur le premier d'en haut, bien, la tension peut passer, puis la lumière va être allumée. J'appuie sur celui-là d'en bas, ça peut passer. Évidemment, j'appuie sur les deux. La lumière n'allume pas deux fois plus. Elle allume tout simplement. Elle a deux conditions pour allumer. Elle a la même tension, mais elle a deux chemins possibles là, pour réussir à obtenir sa tension. Donc, en termes de table de vérité, là, comparé à tout à l'heure, ben, on a 3-1 ici, alors que tantôt, j'allumais juste dans une seule condition. Donc, chronogramme, j'inciterai pas plus que ça autrement que pour vous dire que ça existe. Mais je me sers de ça pour vous dire que si le client arrive et me dit « Je voudrais que la lampe allume si j'appuie sur BP2, qu'elle soit allumée, si j'appuie sur BP1, qu'elle soit allumée, mais si jamais j'appuie sur les deux boutons poussoirs, je voudrais qu'elle soit éteinte. Tout comme quand j'appuyais sur rien, je voulais qu'elle soit éteinte. » Ah ben là, je commence à avoir de la misère à faire le circuit. Pas vrai, je suis capable très bien de le concevoir. Mais juste avec des boutons poussoirs, c'est dur. Donc, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle les relais électromécaniques. Autre condition qui peut arriver, c'est que le client me dit, ben, j'appuie sur rien, la lampe est éteinte. J'appuie sur BP2, la lampe s'allume. J'appuie sur BP1, la lampe s'éteint. J'appuie sur les deux. Oups, ça commence à être plus compliqué aussi. J'ai un cas un petit peu plus sophistiqué. Même chose, c'est impossible à faire, ça, sans relais électromécanique. C'est encore plus compliqué que le cas d'en haut. Donc ça, c'est impossible à faire. C'est l'équivalent d'un démarreur. Donc ça prend des relais électromécaniques. Évidemment, les relais aussi ont une question de sécurité. Là, on faisait ça avec du 12 volts, c'était pas dangereux. Mais imaginez que c'est un moteur qu'il faut que je fasse allumer, que je fasse démarrer à l'autre bout, puis que ce moteur-là demande du 240 volts au lieu du 12 volts. Ben, quand j'appuie sur le bouton, c'est pas pire, c'est pas dangereux. Mais si par hasard, parce que le circuit est brisé, au moment où j'appuie sur le bouton, ça me met en contact avec le 240 volts, ben là, je vais y goûter pas mal. Les cheveux vont me défriser pas mal. Donc, les relais permettent d'éviter des situations comme ça, là, comme vous allez le voir dans le laboratoire. Donc, on a besoin des relais électromécaniques. Dans mes propres mots, comment ça fonctionne, je vous le montre à la prochaine page avec mes propres dessins à moi. On va aller voir la photo du relais. C'est bien ça qu'on a à la suite. Ouais, elle est ici. Donc, ça l'est. Notre relais, il est câblé, mais je vais quand même vous en parler. Donc, ça, c'est 3 contacts qu'on a en haut ici. Puis, en dessous de ces contacts-là, il y a une bobine. Bon, je vais essayer de vous le montrer plus avec mon dessin. Donc, une bobine, c'est du filage électrique qui est enroulé alentour d'un noyau de fer. Okay? Puis, quand je vous parlais des contacts en haut, là, les 3 tiges métalliques,
ben là, je la regarde de côté sur mon dessin ici. Là, je vois une tige de côté. Fait que je vous dis bien que présentement, on a une vue pratiquement de haut, mais là, ce serait plus de la regarder de côté, d'arriver à regarder sur le côté ici. Ben, je verrais ma bobine, je vois mon noyau, puis je vois la première tige. Évidemment, il y a deux autres tiges en arrière de elle. Okay? La tige que l'on voit peut basculer alentour d'un pivot ici. C'est coincé, c'est vissé à cet endroit-là, mais elle peut basculer, on le voit un petit peu dans le dessin à côté, là, elle a basculé vers le bas. Donc, je peux basculer alentour de ce pivot-là. Okay? Évidemment, il y a un ressort, donc il faut que je force pour réussir à le faire basculer. Quand je relâche le tout, ben, ça revient toujours à sa position repos, si on veut. Donc, on peut le faire manuellement. Vous pouvez même l'essayer en laboratoire. Donc, en venant peser ici en haut, là, vous allez faire bouger les contacts. Évidemment, si je prends mon animation, quand j'appuie et que je fais descendre les contacts, bien, la force de rappel du ressort, le ressort, je me trouve à l'étirer. Hein, vous voyez, je me trouve à l'étirer plus. Donc, il force contre moi là, pour faire basculer dans l'autre sens. Donc, si je relâche, si j'enlève mon doigt, bien, ça revient tout simplement à sa position repos. Okay? Donc, évidemment, c'est pas comme ça qu'on veut l'utiliser. C'est pas un bouton poussoir, c'est un relais, mais on peut quand même les actionner manuellement, les relais. Okay? Ce que je vous montre après, ça c'était encore la vue de côté, mais ça c'est un dessin de la vue de haut qu'on avait ici. Donc, on voit, c'est en rond le bobinage, puis on voit les trois bandes, puis un axe de pivot là, qui se trouve être à l'avant ici. Okay? On a nos bornes B1, B2, donc les bornes B1, B2 en blanc, ben, c'est des bornes qui s'en vont sur le filage qui tourne, on le voyait dans les deux dessins. Puis on voit une série de bornes ici que je vais parler tout à l'heure, ben, il y en a 3 pour les 3 plaques qu'on a ici, fait que chacune des plaques a 3 contacts, un vert, un jaune et un orange, là j'en reparle dans quelques instants. Dans votre laboratoire, il va être plus souvent dessiné comme ça. Il faudrait que je reprenne le dessin éventuellement. C'est une vieille version, c'est juste des images copiées. Donc, il faudrait que je me décide à reprendre le dessin. Mais on peut le faire bouger de la même façon. C'est rien qui est vu de côté, puis que les contacts sont dessinés avec des flèches, etc. Mais j'ai une plaque qui peut pivoter, qui peut être attirée. Évidemment, ce qui se passe, c'est que quand on met du courant, ben, la plaque ici est attirée. Donc, elle va bouger de cette façon-là, manuellement. Là, si c'est moi qui viens la pousser manuellement, ben, c'est comme ça qu'elle se déplace. Donc, dans votre livre, ils sont dessinés dans cette version-là, avec cette nomenclature-là. Donc, quand ils mettent la petite pointe puis l'orange, dans le fond, c'est rien qu'un contact qu'on a à cet endroit-là, que je peux venir faire contact. Puis de l'autre côté, c'est un contact au repos. Donc, je suis toujours dessiné au repos, puis on ne met pas le ressort. Là, contrairement au dessin que j'avais, moi, que je mettais le ressort, on ne met pas le ressort. Mais au repos, ben, il y a un ressort qui fait qu'on est à côté sur cette pointe-là, là, du côté NF, si on veut. Okay. Donc, interprétez vos dessins là, de cette façon-là. Bon, le fonctionnement réel d'un relais électromécanique, on va le mettre dans un circuit. Donc, la partie bobinage qu'on voyait là, les bornes B1 et B2 qu'on a ici, on va les brancher sur une source, mais en utilisant généralement, sauf très rare exception, là, un bouton poussoir. Donc, je pars de ma source, je passe à travers un bouton poussoir, après ça, je passe dans ma bobine, le courant peut passer dans la bobine et fini, revient à la source. Donc, sur la photo, je pense que c'est ça qui est montré, même si on ne voit pas les fils au complet. Donc, le fil rouge s'en vient jusqu'ici, passe à travers le bouton poussoir, le courant ressort de ce côté-ci. Vous voyez, je rentre toujours à gauche, je sors à droite, c'est plus facile à suivre. Courant rentre ici, ça va passer dans la bobine en arrière des contacts, en dessous des contacts, ressort par le B2, puis là, on va aller finir sur la source. Fait que j'ai montré le montage que j'avais ici. Donc, au repos, ben, quand j'ouvre le générateur, ben, ce fil-là est sous tension, sauf que ça ne passe pas. Fait que ici, j'ai de la tension, c'est pas dangereux, j'ai du 10 ou du 12 volts, donc c'est pas très dangereux. Mais ce fil-là, le premier fil rouge, est sous tension. Donc, sur la photo, j'ai 12 volts sur ce fil-là, j'ai 12 volts ici, sauf qu'il est bloqué, il ne passe pas à travers le bouton poussoir. Lorsque je vais appuyer sur le bouton poussoir, donc ma tension peut passer dans le fil au complet, revenir. Donc, il y a un courant qui circule présentement comme ça. Vous allez voir en électromagnétisme, ben, une bobine, en plus avec un noyau de fer qui amplifie l'effet. Ça crée une force magnétique, donc ça attire le métal. Ben, la plaque métallique en haut, est en métal. La plaque est justement en métal, donc elle va être attirée, puis elle va basculer versus sa position repos. Même s'il y a un ressort, il y a assez de force magnétique là, pour la faire basculer.
Donc, au repos, j'appuie sur le bouton, ben, vous voyez là, qu'est-ce qui se passe au moment où on appuie sur le bouton. Il faut vraiment se mettre cette image-là dans la tête là, si on veut bien comprendre le fonctionnement d'un relais électromécanique. Je passe à la prochaine page. On va en ajouter encore en termes d'explication. Ça, c'est encore le même circuit qu'il y avait à la page précédente là, pour alimenter la bobine. Il n'y a pas de circuit encore de branché sur les autres bornes qu'on a ici, mais je vous explique tout simplement qu'avec le contact ici, qu'on voyait tout à l'heure, que ça basculait et ça vient toucher ici, bien, il y a un fil qui part à cet endroit-là, puis qui s'en vient sur la borne orange. Donc, quand on voit la borne orange ici, il faut voir ça dans notre tête. Là, quand on se branche à cet endroit-là, on vient faire contact avec ce qui pouvait bouger à l'intérieur. Okay? Il y a un fil jaune qui part, lui, du côté au repos, qu'on est à côté sur le fil jaune. Donc, présentement, excusez le petit croisement, je n'avais pas vraiment le choix là, pour mettre le jaune à la même endroit qu'on l'a sur le dessin ici. Okay? Donc, cette borne jaune-là est reliée avec le contact qui fait présentement contact avec la plaque métallique. Et le fil vert au centre, ou la borne verte au centre, là, par le filage arrière, ben, si on la suit correctement, qu'on fait le croisement, ben, on se retrouve à toucher au pivot, à toucher à la lame qui peut basculer. Puis qu'elle soit dans cette position-là ou dans la position descendue, ben, le fil vert touche toujours à la lame métallique. Okay? Donc ça, c'est le dessin typique là, de comment c'est les... Puis ça a été fait 3 fois parce qu'il y a 3 lames. Là. Ce branchement-là, typiquement, est fait. Nous, on va s'ajouter des choses. Donc, prochaine page que je vous montre, c'est... on va le brancher au complet maintenant. Donc, on va se rajouter une lampe. J'ai encore le même circuit de base là, au centre. Okay? Je fais le tour comme ça. Là. Ce circuit-là existe encore. Okay? Ce qui a été ajouté, c'est un deuxième circuit. Donc, je repars encore du générateur. Et je m'en viens me brancher dans le fil vert. Donc, le courant peut passer là, peut passer là, peut passer ici, venir toucher à ça, toucher à la lame, ressortir par le jaune, faire le croisement et venir jusqu'ici. Mais il n'y a rien de branché au bout. Sauf que sur l'autre, le branchement qui rejoint la borne orange, ben, à l'extérieur, si on le suit correctement, je suis venu mettre une lampe et cette lampe-là est branchée sur le noir. Donc, théoriquement, sur photo, je devrais avoir l'équivalent de ce montage-là. Ici. Donc, j'ai mon fil rouge qui s'en va sur le bouton poussoir. Sorti du bouton poussoir, je m'en vais dans B1, je passe dans la bobine, ressort par B2, puis ça va venir toucher au noir ici. J'ai un deuxième circuit. Dans ce cas-ci, il est fait avec une autre batterie, mais j'aurais pu me partir directement aussi d'ici. Vous allez faire les deux dans le laboratoire. Des fois, on va repartir notre deuxième circuit en touchant directement au rouge ici, ou on peut le faire avec une batterie à part. Donc, j'ai un fil rouge qui part, donc je pars encore du plus. Je m'en viens au fil vert, donc c'est ce que je vous montrais ici. Je pars du plus, je m'en viens à la borne verte. Donc, par le câblage arrière, ça va passer dans le relais. Ça va ressortir par le fil orange. Et le fil orange, lui, on ne le voit pas au complet, là, mais il s'en vient sur la lampe. Et la lampe finit au noir de la batterie. Donc, le fil orange qui était ici passe à travers la lampe et finit sur une borne moins. OK? Donc, je le regrossis un petit peu pour vous le montrer, là, mais on finit 2 fois au moins. Donc, c'est un schéma complet là, de notre branchement qu'on vient de faire. Donc, si je mets le générateur à on, qu'est-ce qui va se produire au moment où je mets le générateur à on? Ben, les fils qui touchent sur la borne plus deviennent sous tension, mais ça bloque ici, il y a un bouton poussoir. Mais ce fil-là vient sous tension aussi. Donc ça, c'est sous tension, il y a une conduction complète jusqu'ici. Je peux continuer mon chemin ici, je fais le croisement, je touche à du métal, fait que tout ce métal-là devient sous tension, la lame devient sous tension, elle touche au contact ici, ça devient sous tension, et ça l'amène de la tension jusqu'à la borne jaune, sauf qu'il n'y a rien de branché ici, on voit que les 3 jaunes sont libres. Donc, je viendrais mesurer le potentiel ici, j'ai mon 10 ou 12 volts de disponible ici, mais je ne fais rien avec. Donc, je suis en position repos présentement. C'est les endroits qui sont sous tension dans le circuit. Lorsqu'on va le faire basculer, lorsqu'on va venir appuyer sur le bouton, donc le circuit de base qu'on a vu tantôt, la bobine s'alimente puis revient au générateur, bien, les contacts ont bougé. Hein? Regardez là, maintenant au niveau des contacts, là, on voit que le contact bouge. Bien, ça veut dire que tantôt, j'avais du vert ici. Là, bien, là je l'ai perdu, mon vert ici, parce que je ne touche plus à l'alimentation. Le 12 volts sera encore jusqu'ici, mais maintenant, il passe par là.
Donc ce fil-là est sous tension jusqu'à la borne orange ici. Et là, la lumière allume. Donc il faut vraiment étudier ces deux états-là là, pour essayer de comprendre correctement qu'est-ce qui se passe. Mais quand j'appuie sur le bouton poussoir, par l'entremise du relais, j'arrive à faire allumer la lumière. Okay. Prochain schéma que j'ai fait, même chose, mais là, ma lampe, cette fois-là, est branchée sur le fil jaune, au lieu d'être sur la borne jaune, au lieu d'être sur la borne orange. Donc, je crois que j'ai une photo aussi de ça. Sur les photos, j'ai même montré ce qui se passait. Je n'appuie pas sur le bouton, la lampe n'est pas allumée. Puis lorsque j'appuyais sur le bouton, la lampe allumait. Prochaine photo, je me suis déplacé. Donc, c'est mon fil qui était ici. Je l'ai déplacé sur le jaune ici, puis je suis resté sur le vert. Donc, si on regarde là, en termes d'alimentation, quand je mets ça sous tension, qu'est-ce qui se passe? Je suis encore bloqué là tant que je n'appuie pas sur le bouton poussoir. Ce fil-là qui touche au rouge est sous tension, comme tantôt. Donc, j'arrive sur la borne verte, tout ça est sous tension. Je croise, tout ça est sous tension sur la lame. La lame au repos touche à la borne jaune, donc ça est sous tension. Et j'ai mis ma lampe sur la borne jaune. Donc, ma lampe peut allumer. Fait que présentement, je n'appuie pas sur le bouton et la lampe est allumée. Lorsqu'on va venir appuyer sur le bouton, la bobine s'alimente, fait basculer le contact. Là, on va s'en convaincre. Fait qu'on voit le contact qui bascule. Puis on voit l'alimentation qui change de place, qui était sur ce fil-là, et qui devient sur l'autre fil. Donc, l'alimentation s'en vient ici, mais elle est dans le vide maintenant. Elle arrive, cette borne-là orange est alimentée, mais il n'y a rien de branché dessus. Tandis que l'autre, qui était ici, ben, il n'y a plus rien qui les touche. Elle ne touche plus aux 12 volts. Fait qu'elle n'est plus sous tension et la lampe est éteinte. Donc, encore une fois, il faut s'assurer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces deux dessins. Prochaine page de mes notes de cours, je montre même qu'il est possible de brancher deux lampes en même temps sur notre circuit de base. Donc, je ne l'ai pas fait, là, mais sur une photo, ça vous allez dire, là, j'ai alimenté une première lampe en passant par le contact ici, mais je pourrais alimenter une deuxième lampe. Donc, mon rouge qui arrive sur le vert ici, là, cette borne-là, on l'appelle la borne commune pour une série de contacts, pour ces deux contacts-là. Donc, en même temps qu'elle alimente de ce côté-là pour alimenter l'autre côté, puis de l'autre côté, je pourrais aller mettre une lampe, puis finir à la fin. Sur le schéma, ça se représente un peu comme ça. Fait que j'ai mon alimentation le plus, quand on suit son chemin, il arrive sur la borne verte. Puis du côté jaune, la borne jaune, j'ai mis une lampe pour finir avec le circuit, puis j'ai mis une lampe aussi du côté orange. Donc, si on regarde le fonctionnement de ce circuit-là, lorsqu'il est alimenté, mais je veux dire lorsque je n'appuie pas sur le bouton, donc je pars, ça c'est bloqué ici au niveau du bouton, mais de l'autre côté, je m'en vais sur la borne verte du relais. Donc, je m'en vais dans le relais, je m'en vais passer sur les contacts, ça c'est sous tension. Donc, le fil branché sur la borne jaune, lui, il y a du courant dessus, donc fait allumer sa lampe. Puis l'autre, il n'y a pas de contact présentement à l'interne, ben, il n'y a pas de courant sur la borne orange, donc cette lampe-là n'allume pas. Et lorsque j'appuie sur le bouton, oups, donc j'ai mis la bobine, ça a fait basculer le contact, hein, on s'en rappelle, on regarde, on voit vraiment que les contacts basculent lorsque je mets la bobine sous tension. Donc mon fil vert, ça n'a pas changé, jusqu'ici ça n'a pas changé, mais là le contact a basculé. Mais maintenant le courant s'en va sur le fil branché sur la borne orange, puis celui-là de jaune ne reçoit plus de courant. Donc, le jaune ne reçoit plus de courant, la lampe jaune s'éteint, puis la borne orange reçoit du courant, la lumière s'allume. Donc, on peut comparer les deux dessins, là, on voit le basculement se faire d'une paire de contacts à l'autre. Fait que la position repos, on dit qu'il y a un contact normalement au repos, là, entre ces deux bornes-là. On voit que la lumière qui passe entre ces deux bornes-là est éteinte. Donc, on appelle ça un contact normalement au repos. Puis, de l'autre côté, on a un contact normalement fermé. Fermé, un circuit électrique fermé laisse passer le courant. C'est pour ça qu'on dit que présentement, ce circuit-là est déjà fermé. On dit normalement fermé parce qu'au repos, il laisse passer le courant et il allume sa lumière. Tandis que quand j'active ma bobine, ben là, les contacts vont changer de position. Bon, évidemment, là, j'ai juste deux lampes, mais c'est des circuits de base, ça. C'est même des circuits rares. C'est plus complexe que ça, les circuits. Ben, imaginez si je ferais mes dessins d'électricité de cette façon-là, là, ça devient rapidement spaghetti et complexe et difficile à lire, interpréter, comprendre et à modifier par après aussi, puis à faire des ajustements. Donc, les ingénieurs se sont inventé un langage plus simple pour montrer tout ça.
C'est un langage que les ingénieurs électriciens comprennent, mécaniques, ils vont étudier ce langage-là, informatique même, parce qu'on programme les ordinateurs en faisant des dessins comme ça à l'écran de l'ordinateur. Les ingénieurs industriels vont comprendre ces dessins-là aussi. Ça fait que ce qu'on fait, pour expliquer le langage, première des choses, on change un peu l'orientation de ce qu'on voyait tout à l'heure, mais c'est le même dessin. Okay? Donc, je pars du plus, qui est ici, je passe dans le bouton poussoir, je passe dans la bobine, à la sortie de la bobine, si je fais le tour, je reviens au moins. Donc, j'ai le même circuit électrique de base, c'est rien que la bobine a été dessinée de côté présentement. Évidemment, je l'ai dessiné de côté, ben là, son contact est rendu, j'aurais pu le mettre d'un côté ou de l'autre, mais je l'ai mis de ce côté-là avec son ressort. Puis quand ça bascule, mais on voit que ça aurait basculé vers le côté ici là, pour venir toucher à l'autre. Fait que c'est le même circuit que tout à l'heure, c'est tout simplement dessiné de côté. Puis ça, ma borne verte, ben, j'avais une lampe de brancher dessus, puis je finis en revenant au départ, ou je passe par l'autre circuit. Présentement, il est ouvert, par exemple, mais si j'arrive à sauter ici, ben, j'ai ma deuxième lampe qui finit au moins. Donc, j'ai dessiné le même circuit, mais en orientation, déjà, il a l'air plus simple. Personnellement, là, je trouve que c'est plus simple à suivre. Mais on a simplifié beaucoup ce circuit-là. Je vais aller vous montrer. L'animation était sur la prochaine page. L'animation. Fait que ça, je suis au repos présentement. Donc, sous tension, on voit qu'est-ce qui est sous tension, puis j'ai une lampe qui allume. Sinon, le courant ne peut pas passer là et ne peut pas sauter ici puis venir sur la lampe. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton, la bobine est alimentée. Il manque du verre ici, il faudrait que j'ajoute un petit peu de verre. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir de verre ici. Et j'ai vu mes contacts basculer. Là. Regardons au niveau du contact ici, on voit qu'il bascule, puis ça amène le courant sur l'autre borne, sur l'autre lampe qui allume maintenant. Okay? Donc, c'est tout simplement un changement d'orientation de mon dessin. Bon, maintenant qu'on a compris qu'on a le même dessin, un petit peu plus loin dans mes notes de cours, je l'ai redessiné encore une fois. Mais là, cette fois-ci, je vais commencer à le simplifier beaucoup. Okay? Première étape, on se débarrasse de la source qu'il y a là. Okay? Donc, quand les ingénieurs dessinent le dessin, ils ne dessinent pas la source. Je pars du plus, puis je finis au moins, on va les écrire en haut ici. Regardez bien. Fait que vous voyez, j'ai le même circuit. Donc, quand je commence une boucle, exemple, celle qui passe à travers le bouton, je commence au plus, je passe dans la borne, puis je finis au moins. Okay? C'est tout simplement que j'ai décidé, ça me faisait une ligne de moins dessinée, puis le dessin a l'air plus simple comme ça. Intéressant. Prochaine étape qu'on élimine, si je me rappelle bien, ça va être la bobine. On va aller voir. Ah, c'est le ressort. On ne dessine pas le ressort dans nos dessins là, en génie électrique. Donc, on sait qu'il y a un ressort à l'intérieur des relais, mais en passant, il y a des relais qui n'ont même plus de ressort. C'est des relais électroniques au lieu d'électromécaniques. Donc, le ressort, pas besoin. On comprend que ça bascule de toute façon. Donc, c'est la différence entre les deux dessins qu'il y a là. Là, on a enlevé le ressort qui était juste pour expliquer le fonctionnement à l'interne. Prochain dessin. Cette fois-ci, c'est la bobine qui est disparue. Là, grosse étape, grosse simplification. Donc, tout ce dessin-là avec le noyau, moi, quand que je vois ça sur un schéma électrique, donc une bulle, un rond comme ça, parfois c'est écrit CR, je suis chanceux pour contacteur relay, mais parfois c'est rien écrit, puis il n'y a pas de petite barre pour représenter une lampe. Je sais que ce dessin-là représente ce que j'avais avant, là, représente ma bobine. OK, donc une bobine, c'est un rond, donc les électriciens ont choisi comme dessin un rond pour la représenter. Puis on a quand même notre borne B1, B2, donc tout apparaît sur le dessin. Après ça, il me reste à peu près les contacts ici à éliminer. Donc toute cette notion-là mécanique de voir bouger, on la représente par deux dessins. C'est d'ailleurs les deux dessins qu'on avait sur les montages ici. Prochaine étape. Regardez ce qui disparaît. Donc, toute ma série de contacts qui bougent. C'est un peu plus surprenant la première fois qu'on voit ça. Mais c'est remplacé par ces dessins-là qui signifient la même chose. Que ici, je passe par un contact NO. Donc, au repos, cette lampe-là ne sera pas ouverte parce que ce contact-là est ouvert au repos. Puis ici, c'est le dessin aussi d'un contact, mais c'est le contact normalement fermé qui est dessiné. On rajoute une barre en diagonale à l'intérieur du contact. Et ça implique qu'au repos, cette lampe-là allumerait parce que c'est un contact normalement fermé. Donc, il est déjà fermé. Il va ouvrir quand que je vais actionner le relais. Donc, il faut avoir une bonne compréhension là, de dire ce que j'avais tantôt, le contact qui bougeait, c'est remplacé par ça. La dernière étape du redessinage, c'est qu'un coup qu'on a accepté qu'on allait faire notre dessin comme ça, on peut encore se simplifier la vie en regroupant tout vers le haut du dessin électrique là, qui prend beaucoup moins de place.
Puis c'est exactement le même dessin que j'ai que celui-là. Puis l'autre sur la page précédente est encore plus complexe. Là. Donc, ça devient très intéressant d'avoir un langage qui nous permet de simplifier puis de montrer au complet nos schémas électriques, mais on a exactement le même comportement ici. D'ailleurs, si je fais de l'animation avec, au repos, quand que je mets sous tension, ça se rend jusqu'ici, c'est bloqué. Ça se rend jusqu'ici, c'est un contact normalement ouvert, donc il est ouvert, ça ne peut pas passer. Ça, c'est un contact normalement fermé, donc ça peut passer, puis j'ai ma lampe qui allume, comme tout à l'heure. Lorsque je vais venir actionner le bouton, ben maintenant, cette ligne-là devient sous tension, alimente la bobine. On a expliqué plusieurs fois que la bobine, le bobinage va faire bouger les contacts. Donc, le contact normalement ouvert va fermer. Donc, s'il est maintenant fermé, c'est-à-dire qu'il laisse passer la tension, cette lampe-là allume. Puis, le contact normalement fermé va ouvrir. Donc, s'il est ouvert, ben ça passe plus. Fait qu'on a les deux situations, là, au repos puis actionné. Donc, il faut avoir une bonne compréhension de ce qui se passe. Et avec ça, on a une excellente compréhension. Je reviens donc à la page 72 de votre cahier de laboratoire. Donc, je vais vous demander de relire, ou de lire plutôt, la façon que c'est expliqué dans les notes de cours. À la page 73, donc, on termine les explications et on a notre première manipulation où ce qu'on va faire un branchement de base, là, juste de la bobine. Dans format plus pédagogique, format officiel, qu'est-ce qu'on a fait comme alimentation. Et on va l'essayer, puis on va écrire qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Puis on va faire des mesures de voltage aussi, le voltage que ça prend pour que la bobine embarque, puis pour que les relais bougent, les contacts bougent, quel voltage que ça prend, puis à l'inverse, quand on rediminue le voltage, à quel moment là, que la tension est insuffisante pour combattre le ressort. Donc vous allez faire des petits tests de ça, vous répondez aux questions. Prochaine page, deuxième expérience, donc une commande à distance. Donc, c'est pas facile toujours d'interpréter ce qu'on voit en haut, là, mais on a le même circuit, encore une fois, de la bobine, puis là, on va passer à travers le contact Eno pour alimenter un moteur, pour faire tourner un moteur. Donc, moi, j'ai plus de facilité à le voir en bas, donc j'ai mon BP1 qui alimente la bobine, et j'ai le contact Eno de la bobine qui alimente le moteur. Donc, quand je vais appuyer là-dessus, ça peut être alimenté, le contact Eno peut fermer, puis le moteur va tourner. Donc, vous expliquez ça, vous l'essayez, vous l'expliquez dans vos propres mots. Vous allez avoir à ajouter le sens des courants, donc à interpréter correctement comment le courant circule, puis ajouter des petites flèches au bout là, des lignes qui ont été déjà dessinées pour les courants. Puis il faut spécifier aussi quand le courant se divise. Comme ici, j'ai un courant unique qui est I1, mais là, il se divise en deux courants, donc je vais identifier I2 et I3, puis dans quel sens que ça circule. Donc, essayez de le solutionner par vous autres mêmes, là, quels sont les courants qui circulent dans ce schéma-là. Page 75, donc on refait le même circuit, mais si je ne me trompe pas en passant par le contact NF, oui. Donc, excusez-moi, je me trompe, c'est la sonnette, c'est le C, c'est le circuit que j'aime pas, que je fais en dernier. Okay, donc, même dans les explications, je vais le sauter pour tout de suite. Vous devriez faire la même chose. C'est le circuit le plus compliqué à comprendre du laboratoire. Donc, je m'en vais à la page 76. Et là, on va introduire le principe du contact maintenu. Donc, un montage. L'expliquer avec en haut, c'est pas toujours évident. Là. Moi, j'aime mieux l'expliquer avec en bas, qu'est-ce qui se passe. Je vais aller dans mes notes de cours pour vous expliquer le fonctionnement du circuit. C'est une page que je ne vous ai pas fait imprimer. On peut la retrouver là, sur Internet au besoin. Donc, j'ai redessiné ici le circuit que vous avez dans votre cahier de laboratoire, à l'exception que j'utilise une lampe témoin au lieu du moteur et d'une résistance en avant du moteur. Mais ça va avoir exactement le même résultat, sauf que je fais allumer une lampe au lieu de faire tourner un moteur. Donc, je vais aller sur les animations que j'ai ici. Donc, initialement, quand je mets le circuit sous tension, ben, le potentiel ne peut pas dépasser BP1, c'est un bouton poussoir normalement ouvert, puis ne peut pas passer non plus à travers un contact normalement ouvert. Donc, il n'y a rien qui est sous tension là, dans les éléments de droite. Évidemment, à ce moment-ci, si j'appuie sur BP2, ça ne produira pas grand-chose. Le courant, la tension ne se rendait déjà pas jusqu'à cet endroit. Donc, je relâche BP2. Ça devrait donc commencer. Donc, ce qu'on voyait précédemment ne permet pas de
conclure à quoi sert le BP2 dans ce circuit-là. Si maintenant j'appuie sur BP1, ben, en une fraction de seconde, la tension se rend jusqu'à la bobine du relais, jusqu'au CR, c'est contactor relay, je vous le rappelle, donc jusqu'à la bobine du relais qui est alimentée puis qui va faire basculer ses contacts. Donc, une fraction de seconde plus tard, parce que le normalement ouvert, il va se passer quelque chose, là, les contacts vont être attirés par la force magnétique. Donc, une fraction de seconde plus tard, le contact normalement ouvert va fermer et la tension maintenant peut circuler sur tous ces conducteurs-là, peut passer à travers le BP2 qui est normalement fermé et venir jusqu'au relais et aller jusqu'à la lampe témoin. Donc tout le circuit est alimenté. Tant que j'appuie sur BP2, bien, on a des tensions partout aux endroits indiqués sur le schéma. Évidemment, à un moment donné, tu vas relâcher le bouton poussoir. Donc, prochaine étape, c'est de le relâcher. Et contrairement à ce qu'on avait depuis le début, quand on relâchait le bouton poussoir, que tout s'arrêtait, bien là, le courant peut continuer à passer par en bas. Par le relais ici, qu'on appelle un contact de maintien, pas un relais, mais un contact de maintien, bien, ce contact normalement ouvert-là avait fermé tout à l'heure, puis il continue à être fermé. Donc, ça continue à alimenter la bobine et ça continue à fermer le contact normalement ouvert. Donc, cela se maintient et cela peut se maintenir des heures comme ça. Donc, à l'aide du BP1, j'ai démarré ma lampe, puis la lampe reste allumée par après, même si j'appuie plus sur le bouton. Très intéressant. On ne voudrait pas être toujours obligé de rester notre doigt sur le bouton pour avoir quelque chose en marche. Évidemment, je vais être dans cet état-là jusqu'au temps que j'intervienne, puis ma façon d'intervenir, même si j'appuie sur BP1, ne changera rien. Donc, ma façon d'intervenir serait de venir appuyer sur BP2 et j'ouvre le circuit presque instantanément. La tension n'a plus de chemin pour se rendre jusqu'au relais. Cet état-là qui est illustré présentement va durer également juste une fraction de seconde parce qu'à partir du moment où la bobine n'est plus alimentée, elle n'attire plus les contacts qui basculaient. Donc, le contact normalement ouvert va revenir à sa position initiale, c'est-à-dire qu'il va réouvrir. Donc, une fraction de seconde après cet état-là, on se retrouve aussi avec cet état-là. Le contact a réouvert et le moteur vient de s'éteindre. Évidemment, même si je relâche le bouton maintenant, ben, je suis toujours dans cet état-là, l'état que j'avais initialement. Donc, je viens de me servir de BP2 pour réaliser une autre fonction. Vous allez avoir à identifier là, à quoi ont servi BP1 et BP2 dans le montage. Personnellement, si j'aurais eu à dessiner ça officiellement comme ingénieur, je ne l'aurais pas dessiné tout à fait de cette façon-là. Je vais vous le montrer à cette page-ci. Donc, ça, c'est la façon qui est dessinée présentement dans votre cahier de laboratoire, à l'exception de la lampe témoin. Personnellement, je l'aurais dessiné de la façon que je vous montre ici. Donc, j'aurais eu BP1. On a la même chose en haut, sauf qu'au lieu de brancher un fil à partir d'ici vers ma lampe témoin, j'ai branché un autre CA vers la lampe témoin. Ça permet d'avoir deux circuits, d'avoir un circuit pour chacun des éléments de sortie, souvent qu'on appelle en ingénierie. Dans les faits, ce que ça veut dire, c'est à ce niveau-là, j'ai pris une fois un contact ici entre vert et orange, puis je vais l'avoir pris une deuxième fois entre vert et orange. Ces trois contacts-là, NO, tout comme les trois contacts NF d'ailleurs, ces trois contacts NO-là bougent en même temps. Donc, je peux les utiliser une fois, deux fois, puis là, j'aurais même un troisième contacteur. Ça a certains avantages là, qui seraient trop longs à expliquer ici, mais personnellement, je l'aurais dessiné comme ceci. On va même vous demander, parce qu'il reste encore un défaut dans ce circuit-là, version d'en haut, version que moi j'ai modifiée, il y a encore un défaut. On vous demande d'essayer de le trouver. Ben, essayez d'appuyer sur un bouton, sur deux boutons, sur les deux boutons en même temps. Puis est-ce que ça fait toujours le comportement qui est souhaitable? Connaissant la fonction de BP1 puis la fonction de BP2, est-ce que ça a le résultat attendu? Puis un coup vous avez identifié le petit défaut que ça semble avoir, ben, on vous demande d'essayer de trouver une correction par vous autres mêmes. Évidemment, ça peut impliquer de chercher dans mes notes de cours, là, parce que la solution, je l'ai dans mes notes de cours, mais j'aimerais ça que vous essayiez de penser là, comment est-ce qu'on pourrait corriger le problème que vous avez identifié. Peut-être la première chose, c'est de valider avec le prof quel est le problème, parce que c'est sûr qu'essayer de trouver une solution au mauvais problème, ça va déjà être mal parti, mais en classe, venez me voir, étudier le circuit, essayer de trouver c'est quoi le problème. Faites-moi signe, me dire, monsieur, ce circuit-là, il y a ce défaut-là, puis après ça, on peut essayer de trouver la solution. Il faut l'essayer, il faut se convaincre que ça fonctionne comme ça et l'expliquer dans ses propres mots, montrer où les courants circulent dans ces différents circuits-là, donc avoir une compréhension là, de comment les courants se divisent et dans quel sens ils circulent.
Prochaine page, 77, donc c'est la fin de la manipulation précédente. Et aussi, on va faire un contrôle maintenant avec deux sources de courant différentes. Donc, dans ce cas-ci, c'est 10 volts puis 4 volts. Mais à l'usine, c'est souvent 10 volts puis 240 volts. Donc, un circuit plus dangereux puis un circuit moins dangereux. L'être humain, typiquement, va jouer sur le bouton poussoir, donc va jouer sur le circuit à bas voltage. C'est les gens d'entretien qui vont venir jouer si jamais c'est brisé sur le circuit à haut voltage, mais l'opérateur de tous les jours, ben, lui, va interagir avec le circuit ici, donc il ne prend pas trop de risques. Donc il faut l'essayer, le comprendre, l'interpréter correctement, répondre aux questions, se corriger à la fin. Page 78. Donc, on va commencer, on finit la manipulation. Puis la prochaine qu'on commence, c'est la logique et où. Là, des fois, les étudiants ont de la misère à comprendre ce qui se passe ici. Le circuit n'est pas complet. J'ai mis un point d'interrogation entre les deux ici. C'est parce que vous avez quelque chose de plus à brancher ici. OK? Donc, on a différentes configurations à essayer. Le reste, on le branche. Puis ça, ben, on va l'ajouter en dernier. Donc, c'est remontrer sur le dessin d'en bas le même principe. Là, dire il me manque quelque chose entre A et B. Ce qu'on va vous demander d'ajouter entre A et B, ben, c'est différents circuits. Donc, exemple, de mettre deux boutons poussoirs en série. Donc, je reprends le A ici puis le B. C'est-à-dire qu'entre A et B, j'ai deux boutons poussoirs en série. Puis, on va vous demander cette combinaison-là correspond à quelle phrase en bas. Là. Donc, il faut lire les phrases puis dire, ben, une de ces combinaisons-là que j'ai essayé correspond à la phrase. Donc, on fait un lien entre les deux à cette page-là. Donc, c'est important, c'est la base de la logique là, que beaucoup d'ingénieurs vont utiliser, là, les circuits et où. À la page 80, ben, c'est l'avant-dernière manipulation compte tenu que j'ai sauté la sonnette. Donc, on va vous demander de réaliser un montage. Là, présentement, vous voyez mes fils, on peut les regarder, mais après ça, vous devriez vous réessayer par vous autres mêmes. Donc, on a un client qui nous a dit comment il voulait que son moteur fonctionne. Puis, on va essayer de réaliser le circuit pour faire ça. Donc, il y a le branchement pédagogique là, de comment c'est fait, mais l'ingénieur, en bout de ligne, aurait plus une solution qui ressemblerait à ça. Donc, alimentation de la bobine avec différents contacts et alimentation du moteur à plus haut voltage. Donc là, vous voyez la solution, mais j'espère que vous allez vous essayer de le faire par vous autres mêmes et vous corriger après. Rendu là, ben, je vous demanderai d'essayer de faire la sonnette. La sonnette, on la retrouve à la page 75 dans votre cahier de laboratoire. Donc, c'est un circuit un peu particulier. On passe à travers le bouton poussoir, à travers la bobine. Puis, quand on sort de la bobine, on passe à travers le contact NF. Donc, redessiné sous la forme du diagramme à échelle. On passe à travers le bouton poussoir, à travers la bobine, puis après à travers le contact CR. Pour vous l'expliquer, je vais utiliser mes pages de cours avec le circuit légèrement modifié. C'est-à-dire que c'est le même circuit que tout à l'heure, là, mais le NF a été mis avant la bobine. Ça ne change absolument rien au fonctionnement. On a le même fonctionnement, mais c'est comme plus facile à expliquer. Donc, on va prendre les animations pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai mis le circuit sous tension ici. Je passe évidemment pas à travers le BP. Quand quelqu'un appuie sur le bouton poussoir, la tension est disponible sur ce fil-là. Elle arrive au contact NF, je rappelle, normalement fermé. Donc, fermé, le courant peut passer au travers. Passant au travers, instantanément, il va passer également à travers la bobine. Donc, la bobine est alimentée en une fraction de seconde. J'ai mis une petite flèche en pointillé en dessous, c'est pour expliquer, ben, à partir du moment où la bobine est alimentée, elle attire les contacts. Hein, ça va basculer au niveau des contacts. C'est-à-dire que le contact qui était normalement fermé va ouvrir presque instantanément. Fait que le contact ici qui était normalement fermé, qui ne pouvait pas laisser passer le courant, va ouvrir. Ce qui veut dire que presque instantanément, je vais venir ici, un circuit ouvert, que le courant ne peut plus passer. Ben, presque instantanément, si le courant ne peut plus passer, c'est-à-dire que la bobine à côté, j'ai mis la flèche de l'autre chance, ça va venir influencer la bobine qui ne sera plus alimentée. Donc la bobine va s'éteindre. Évidemment, si la bobine s'éteint, ces contacts qui avaient basculé vont revenir à la position repos. Donc le contact qui est normalement fermé, qui avait ouvert, va pouvoir refermer, revient à sa position repos. Mais s'il referme, c'est-à-dire qu'à nouveau, le courant peut passer. Si le courant passe à travers, ben, il se rend jusqu'à la bobine de nouveau. Se rendant à la bobine, mais là, la bobine va faire basculer ses contacts, sont normalement fermés, va ouvrir. Ben, si ça ouvre, la bobine n'est plus alimentée. Je tourne en rond. La bobine n'étant plus alimentée, elle va influencer son contact qui va revenir à la position repos, qui est un repos
fermé permet de passer le courant. Bien, le courant peut passer, le courant peut se rendre à la bobine. Je tourne complètement en rond. Je tourne comme ça jusqu'au moment où quelqu'un enlève son doigt et ça s'arrête complètement. Fait que ce basculement continuel des contacts, ça fait une vibration et c'est ce qu'on entend. Je vous dirais que c'est pas la façon standard de faire une sonnette. Aujourd'hui, il y a des carillons qui sont beaucoup plus jolis que ça. Mais j'ai déjà vu ce genre de circuit-là, pas pour faire une sonnette, mais ce genre de basculement-là, ça existe parfois en procédé industriel. Donc, vous essayerez de compléter la page 75. Donc, vous essayerez de la compléter, de l'expliquer dans vos propres mots, là, le comportement que ça a, un peu comme je viens de le faire.